Et salut mes petits ronds de porc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Sword and Sorcery, analyse de personnage. Nous allons parler du personnage de Skeld. Skeld, l'égorgeur, Skeld, le berserker, voilà. Un nain bien vénère avec deux haches qui est pas là pour enfiler des perles. Il est là pour découper du diablotin, découper du squelette, découper du zombie, découper du brigand et autres démons que l'on peut croiser dans Sword and Sorcery. Donc on va parler de ce personnage-là, un petit peu de comment est-ce qu'il se joue, de ses caractéristiques, de ses compétences, bref, on va l'analyser comme on a pu le faire avec tous les autres personnages, sachant que ça sera cette vidéo la dernière de Sword and Sorcery en termes d'analyse de personnages, dans le sens où eh bien, on a déjà vu tous les autres persos pour les âmes immortelles. Et voilà, donc alors, évidemment tous les personnages des anciennes Chronicles, mais je verrai ça lorsque j'aurai anciennes Chronicles. Là, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas. Pour faire des analyses de personnages sur ces personnages-ci. Là, Skeld, c'est vraiment le dernier de Sword and Sorcery, les âmes immortelles, acte 1, acte 2. Je ne vais pas tout refaire l'historique, mais je vous invite à aller voir la playlist de ces différents personnages. Et puis voilà, donc ça m'aura quand même pris un beau moment de faire ça, mine de rien, parce que tu prends une vidéo par mois qui traite de ça, il y a peut-être 12 persos, un an de vidéo de Sword and Sorcery qui se termine avec celle-ci de Skeld. Eh bien, ça fait quand même quelque chose, un petit quelque chose, sachant que de toute façon, de mon côté, je n'ai toujours pas terminé les campagnes Sword and Sorcery, donc je prends mon temps pour les faire, et vont arriver sur la chaîne des vidéos, alors peut-être pas des campagnes entières, mais d'une partie ponctuellement prise de ci, de là, voilà. Que dire de plus, si ce n'est générique, et on y va. Allez, Sword and Sorcery, Dungeon Crawler que j'apprécie particulièrement, sûrement un de mes jeux préférés. Donc voici la figurine de Skeld, peinte avec de l'Army Painter en mode Spin Painter. Donc voilà, le résultat, quand tu regardes de loin, est convenable, quand tu regardes de près, c'est dégueulasse. Mais pour moi, ça fait le taf. Attends, regardez, en fait, j'ai l'impression que... On est en qualité de tabletop, donc c'est largement suffisant, en tout cas pour moi. Voilà. Alors, déjà, dans la boîte de Skeld, on a un objet de la cache qui arrive, qui est le Tomahawk. Alors, effectivement, vous voyez que c'est en français, ce personnage, je ne l'ai pas trouvé en VO, parce que j'aime bien tout avoir dans la même langue, mais là, je l'ai eu en français, donc c'est pas grave. Donc, qui vient avec le Tomahawk, qui est une arme, donc on reconnaît le petit symbole ici qui correspond au symbole de Skeld. Une arme de type dextérité, force. Donc, on est sur la partie forgée, on va être sur la partie normale, non forgée. Alors, pas de la cache, mais de l'Imperium, pardon, excusez-moi, ça vient de l'Imperium, pas de la cache. Une arme qu'on peut porter en arme principale ou en arme secondaire, ça fait une touche, 2 dés bleus. Pour les personnages de type force uniquement, on peut utiliser cette arme à 1 distance pour infliger plus 2 dés rouges. Par contre, on place cette arme dans la zone de la cible. C'est-à-dire qu'on va en fait l'envoyer le Tomahawk et cette arme tombe dans la zone de la cible. Après, à deux zones, donc on est là, il y a l'ennemi qui est là, je fais 1, 2, et bien l'arme arrive ici, mais si je le touche, je fais 2 dés bleus plus 2 dés rouges, donc j'ai la possibilité de lancer l'arme, ce qui est assez rigolo comme concept. Le problème c'est que ça nous oblige à aller la chercher après l'arme pour la récupérer, donc à utiliser des actions pour la récupérer. Mais il y a cette possibilité-là par rapport à Skeld. Skeld, c'est quoi? C'est un guerrier type force, Skeld. Je vais prendre ces deux cases de personnages, qui soient le côté berserker ou le côté égorgeur. Ce sont deux héros un personnage de type force, qui est concentré bien évidemment sur le fait de faire des hauts dégâts au corps à corps, mais qui n'est pas un tank à 100%. Alors, il a plus d'endurance et de survivabilité, on va dire, que la plupart des autres DPS au corps à corps. Et il a un peu de contrôle de zone, mais ça n'en fait pas un vrai tank pour autant. Hein. Ren, Vaudra, Icarus ou Tristan, mes préférés pour tanker. Volcor un petit peu, mais Icarus et Tristan sont quand même mes préférés.
Scaled, il est du coup spécialisé dans l'utilisation des haches en fait. Les deux de ces formes ont accès à des pouvoirs qui permettent de manier une hache dans chaque main, mais le côté loyaliste, lui, il a, je crois, un pouvoir qui lui permet de manier une hache à deux mains. Ce qui est assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Les deux côtés sont limités en armure, donc ce sont des guerriers sauvages, ils ne peuvent pas être équipés d'armure légère. En termes d'armure et de déplacement, c'est la même chose. Hein. Une armure, une sauvegarde sur bouclier, 1 de sac à dos, ce qui est très peu, et 3 de mouvement, ce qui est plutôt pas mal en termes de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Scaled nos berserkers, on va commencer par les... Alors, on va commencer par les fantômes, cette fois-ci. Par les fantômes, je sais que je commence généralement par les formes classiques, mais là, j'ai envie de commencer par les formes fantomatiques. On va prendre l'égorgeur, qui est ici. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, le héros ciblé gagne plus une touche lorsqu'il attaque depuis votre zone. Alors, c'est assez bizarre avec cette habilité de Slayer, mais on va avoir également l'habilité de Berserker. On va comparer les deux, du coup. On va comparer les deux, mais je trouve pas terrible. Cri spectral sans défense, un héros d'entre zone qui perd son dernier point de vie peut rester en vie jusqu'à la fin de la phase d'événement, puis meurt. La formulation de la phrase est quand même importante ici. Un héros d'entre zone qui perd son dernier point de vie peut rester en vie jusqu'à la fin de la phase d'événement, puis meurt. Je vais centrer un peu. Donc, on va un petit peu défoncer cette capacité, et puis après, on va voir que c'est quand même la meilleure des deux, hein, tout simplement. Le problème avec cette capacité, la façon dont elle est formulée, un héros dans votre zone qui perd son dernier point de vie peut rester en vie jusqu'à la fin de la phase d'événement, puis meurt. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que même si tu arrives à sauver un héros qui est sur le point de mourir, eh bien, il va quand même mourir. La capacité aurait dû dire si un héros est sur le point de mourir, on prévient tous les dommages, ou un héros ne peut pas, peut rester en vie avec 0 point de vie, ça aurait été notre histoire. Mais la façon dont c'est tourné, c'est que de toute façon, le héros va mourir au prochain tour. À la fin de la phase d'événement, il meurt, quoi, le héros. Même si on arrive à le soigner, il meurt. Donc en gros, la façon dont cette capacité peut être utilisée, c'est que si le groupe est en train de se faire défoncer comme pas possible, ça nous permet de sauver le tank. Il va continuer à tanker et protéger tout le monde. Et en fait, il va rester en vie quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même s'il se prend 10 millions de dégâts, et en fait, il va rester en vie et il va mourir du coup à la fin de la phase d'événement, tout simplement. Mais il va rester en vie. Donc ça va lui permettre de continuer à tanker, à tanker, à tanker, à tanker, à tanker. Donc voilà, c'est particulier comme compétence. Dans le sens où même si tu arrives à le soigner, il va quand même mourir. C'est-à-dire que même s'il perd son dernier point de vie, il reste en vie jusqu'à la fin et il meurt, même si, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, il perd son dernier point de vie, tu arrives à le soigner par une raison ou pour une autre, il revient à 2 points de vie, il va quand même mourir, parce que la capacité, du coup, de t'en être servi et se déclencher. Il n'y a pas moyen de sauver un membre du groupe avec cette capacité-là. C'est juste qu'il va continuer à tanker jusqu'à ce qu'il disparaisse finalement. Par contre, il faut quand même faire attention, cette capacité est quand même très limitée quand tu joues à 2. Parce que comme c'est le cri spectral, ça veut dire que Scaled il est sous sa forme de fantôme. Et donc, si jamais ça se déclenche, c'est-à-dire que l'autre personnage va aller dans sa forme de fantôme. Il ne va pas mourir tout de suite, mais il va devenir fantôme à la fin de la phase d'événement. Et donc les deux personnages sont en fantôme, et donc fin de la partie. Donc là, à 2 joueurs, c'est pas fifou comme compétence. Donc ça veut dire grosso modo, il faut absolument, quand ça se déclenche que tu joues à 2, il faut absolument réussir à terminer le scénario avant que le personnage ne meure. Sinon, la partie est un échec. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est meilleur que l'égorgeur, là, qui donne plus une touche lorsqu'il attaque depuis votre zone?
c'est surtout ça qui est important, c'est le depuis votre zone, jusqu'à la phase de préparation. Pourquoi est-ce que c'est meilleur, ces trucs? Bah déjà, parce que celle-là, en fait, ça donne plus une touche, mais il faut déjà que ce soit un héros qui n'est pas encore joué. En gros, jusqu'à la phase de préparation. C'est-à-dire que si tous les héros ont joué et que toi tu meurs en dernier, enfin que tu joues en dernier et que tu meurs, pour une raison ou pour une autre, tu n'auras personne sur qui appliquer ton cri spectral. Ce qui est un petit peu cornichon, tandis que là, tu peux l'appliquer sur un petit peu tout le monde. Donc, le puissant en touche, oui, mais on voit vite que ça s'essouffle au bout d'un moment. Toutes les capacités qui donnent puissant en touche, au bout d'un moment, elles finissent par s'essouffler, ce qui n'est pas le cas de ce genre de capacités un petit peu particulières, qui sont finalement toujours déclenchables, mais attention quand même avec ce cri spectral. On va rapidement regarder maintenant les personnages. Donc de ce côté-là, le côté égorgeur, on commence avec 8 points de vie, 1 point d'attaque, une action spéciale, un pouvoir. Côté berserker, 7 points de vie, une action d'attaque, un pouvoir spécial, et une action spéciale et un pouvoir, donc il a 1 point de vie de moins. Et on va arriver tout de suite au niveau 8, 20 points de vie, ce qui n'est pas dégueulasse quand même, une attaque, 2 actions spéciales, 6 pouvoirs de talent, niveau 7, pas niveau 8, et 19 points de vie, une action d'attaque, 4 actions spéciales, 5 pouvoirs et 2 talents. Voilà, donc on a plus d'actions spéciales côté chaotique, mais plus de pouvoirs côté loyaliste. Donc je vais me remettre au niveau 4, comme ça match avec les ruines, les âmes immortelles. Au niveau 4, l'égorgeur, il a 13 points de vie, ce qui est plutôt cool. Un pouvoir d'attaque, enfin une action d'attaque, 2 actions spéciales, 3 pouvoirs, et un talent. Et on a ici 12 points de vie, contre 13 ici, une action d'attaque contre 3 actions spéciales contre 2, 3 pouvoirs, 1 talent, c'est le même qu'ici. Donc au niveau 4, on a un point de vie de plus et une action spéciale de différence entre les deux côtés. Donc en ce moment, le Slayer, donc l'égorgeur, lui, il va avoir plus de pouvoir, et le berserker, ici, il va pouvoir lancer plus de choses, typiquement parce qu'il a plus d'actions spéciales, en fait, voilà, tout simplement. Plus d'actions spéciales, donc il va pouvoir utiliser plus faire de choses par tour, et donc lancer typiquement des haches ou des marteaux, peu importe, des projectiles, en plus de ces différentes actions. On va commencer par les pouvoirs côté chaotique. Non, pas côté chaotique. Côté... il est où? Je les ai perdus. Côté berserker, égorgeur, côté loyaliste. Je vais y arriver. Ses capacités spéciales, c'est... Cherchez les cartes, en fait, elles sont marquées là. Donc il est brave. Vos attaques contre des ennemis rouges ou pourpres infligent critique. Alors, je suis pas fan de ces genres de trucs qui ne marchent contre les boss ou les ennemis. Alors, contre les ennemis rouges, ça peut être efficace, effectivement. Par contre, contre les ennemis, les boss, les ennemis violets, pourpres, je veux dire, les critiques, ils s'en foutent, en fait. Ils sont généralement pas atteints par tout ce qui est aveuglement, par tout ce qui est ralentissement, par tout ce qui est assomme. Enfin, quand tu les assommes, ils perdent pas leur tour, bref. Je suis pas forcément fan de ce cas-là. C'est plus utile effectivement contre tous les boss rouges, mais bon, c'est assez rare du coup de rencontrer un boss rouge, donc c'est quand même très très situationnel pour l'égorgeur, voilà. Le berserker, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le berserker qui nous dit que si on a perdu au moins la moitié de nos points de vie, on a +1 en attaque. C'est à la fois vraiment bien, mais vraiment mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, avoir la possibilité d'avoir plus une touche à toutes nos attaques, c'est quand même fantastique. Par contre, on a finalement tellement de points de vie en tant que berserker, on en a quand même 12, donc il faut qu'on se maintienne à au moins 6 points de vie pour pouvoir l'utiliser, en fait, cette capacité. Donc il faut arriver à se maintenir dans un état où on a la moitié, mais pas en dessous parce qu'on peut crever rapidement, et du coup, si on passe au-dessus, on perd notre petit bonus offensif. Donc, c'est cette particularité-là qui va être compliquée à gérer avec Skeld,
à savoir arriver à trouver, se mettre dans une situation où on a suffisamment de points de vie pour quand même tenir le coup, mais au moins la moitié pour pouvoir ne pas déclencher notre effet. Sachant que Skell est un personnage de corps à corps, donc il va aller dans la mêlée, et donc il va être susceptible d'être attaqué par les adversaires. On risque d'en s'en prendre un petit peu plein la mouille. On va attaquer maintenant les pouvoirs. On va voir du coup quels sont les pouvoirs qui permettent d'utiliser des haches à 2 mains, des haches à 1 main, dans chaque main, etc. On va voir qu'il a pas mal de trucs sympathiques à sa disposition, notre ami le Skeld. Alors, cette fois-ci, on va commencer par les pouvoirs de l'égorgeur, le pouvoir de Furie. C'est dit quoi, Furie? Non, c'est pas ça. Alors, faut faire attention parce que là, il est marqué Furie, Frénésie, et là, c'est Furie. Donc, du coup, effectivement, si on fait pas attention, on peut se tromper. Donc, l'égorgeur, c'est bien la Furie. Donc, c'est une action de niveau 4 qui a 2 de cooldown, une action spéciale. Tu vois, on réalise une attaque supplémentaire avec une arme à 2 mains, et cette attaque inflige sur 2 trucs critiques. Effectivement, si on est parti sur un build avec une hache à 2 mains, il faut absolument la prendre. Parce qu'avoir une attaque supplémentaire avec une arme à 2 mains, et en plus qui peut infliger critique, c'est quand même sympa comme tout. Mais tu perds un peu l'esprit du personnage qui est d'avoir une hache dans chaque main. Et donc d'être ambidextrie au niveau de la hache. Mais si tu as envie de partir sur un build arme à 2 mains, ce pouvoir-là de Furie est indispensable. Mais du coup, je crois que c'est plus ou moins le seul qui nous permet de faire le seul qui est vraiment orienté sur une arme à 2 mains, quoi. Voilà. Alors que on a envie d'avoir une arme dans chaque main avec ce personnage-là. Mais pour moi, une attaque en plus, donc c'est pas un jet de dés ou... Non, tu refais une attaque avec la même arme. Donc tu as une grosse arme qui tâche au corps à corps, là, tu refais une attaque. C'est uniquement disponible au niveau 4. En plus, tu gagnes l'effet critique, c'est bonus. 2 éclairs, c'est pas forcément facile à avoir, mais c'est bonus. Donc celle-là, je suis fan de la Furie sans aucun souci. Insensible à la douleur. Après avoir défendu chaque attaque, lancez un dé. Si on fait un éclair, on ignore une blessure subie par acte. Donc, au niveau 1, on lance un dé bleu. Au niveau 4, on lance un dé rouge. Donc là, on a un petit pouvoir défensif qui va nous dire que dès qu'on a subi une attaque, on lance un dé. Et si on obtient un éclair, on diminue le nombre de blessures subies par acte, du coup, voilà. Acte 1, une blessure, acte 2, 2 blessures. Alors, c'est tellement dommage que cette capacité soit du côté de l'égorgeur et pas du berserker. Pourquoi ? Parce que ça permet d'ignorer des blessures. Et comme toi, pour activer ta rage, tu es censé te maintenir à la moitié de tes points de vie. Ça aurait été tellement plus utile côté berserker que côté égorgeur. C'est vraiment dommage. C'est pas mauvais comme pouvoir finalement, parce que du coup, tu es quand même censé être corps à corps, donc tu vas prendre des dégâts. Les ennemis vont venir te cibler, vont venir t'emmerdouiller, plus que quelqu'un qui est à distance. Même si avec les règles d'IA des monstres, ils peuvent quitter ta zone pour aller taper quelqu'un d'autre. Ou excusez-moi, je baille. Mais bon, c'est pas mauvais. C'est pas forcément celle que je prendrais au démarrage, pour démarrer, parce qu'elle commence au niveau 1, mais c'est pas dégueulasse. On va voir maintenant les compétences du berserker. Donc, on va voir que ce personnage-là, en fait, il a que 2 compétences pour chaque côté, loyaliste, chaotique, et tout le reste sont des compétences neutres que chaque côté peuvent récupérer. Donc, c'était des particularités de Skeld. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont cette façon de faire. Généralement, il y en a qui sont équilibrés. Il y en a qui ont très peu de compétences communes et vraiment des compétences distinctes pour chaque truc. Et lui, c'est l'inverse. Il n'a que 2 compétences pour chaque alignement, et le reste en compétences communes. La frénésie. La frénésie. Où est-ce qu'est la frénésie ? J'ai trouvé la frénésie. Voilà, la frénésie. Si des ennemis contrôlent votre zone, si des ennemis contrôlent votre zone, vos attaques infligent dans cette zone plus un dé bleu au niveau 1, au niveau 3 plus un dé rouge,
au niveau 4, plus une touche. Alors, j'ai envie de dire, libre à vous. Moi, je ne suis pas fan de cette compétence-là, pour une simple et bonne raison, qu'il faudrait laisser intentionnellement les ennemis contrôler la zone pour qu'on puisse gagner en puissance. Avec tout ce que ça implique au niveau des contrôles de la zone et au niveau des ennemis. Typiquement les diablotins qui ont en plus une touche, après ils peuvent dominer la zone et donc te faire une touche en plus, bref. Pas fan de cette compétence-là. On n'a que 5 pouvoirs à choisir quand on va arriver du coup au niveau 7, 3 quand on est au niveau 4. Pas forcément fan. Ou alors tu pars du principe que tu joues sans tank et que du coup c'est toi qui vas tanker avec ta rage pour taper un peu plus fort. Mais je suis pas forcément emballé par cette compétence. Piétinement. Piétinement, une action spéciale, niveau 4, 3 cooldown de recharge. Si votre dernière attaque avec une arme a tué un ennemi, vous pouvez vous déplacer de une zone et réaliser une attaque supplémentaire avec une arme. Et là, je dis oui. Oui, 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 oui. Indispensable. Indispensable. Si votre dernière attaque avec une arme a tué un ennemi, tu peux te déplacer et réaliser une attaque supplémentaire avec une arme. Déjà, on ne t'impose pas de faire ça avec la même arme. Donc, si jamais, je sais pas, tu as une arme qui a envie d'achever un ennemi et que tu as envie de taper avec l'autre, eh tu peux le faire. Tu gagnes déjà un de mouvement. Donc attention, c'est un déplacement, donc ça peut impliquer de se prendre des attaques d'opportunité si besoin, agir en fonction de la situation, mais surtout, réaliser une attaque en plus, c'est vraiment toujours très bon de pouvoir faire une attaque en plus, de la même façon que le Fury te permet de faire une attaque en plus avec une arme à deux mains. Ici, le pétillement te permet de faire une attaque en plus avec une de tes deux haches. Et là, moi, je dis oui, 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 oui. Maintenant qu'on a vu les pouvoirs vraiment spécifiques au côté chaotique et au côté loyaliste, on va passer maintenant sur les compétences neutres. La charge qu'on obtient au niveau 1 au niveau 4, déplacez-vous de une zone, éloignez de une zone les ennemis présents dans la zone dans laquelle vous entrez. Si jamais on est niveau 1, on éloigne un ennemi. Si on est niveau 4, on va éloigner tous les ennemis. C'est qu'on va se déplacer dans une zone en gueulant, et les ennemis vont prendre peur et vont se barrer. Donc c'est une capacité de contrôle qui n'est pas dégueulasse. Mais attention, on n'est pas le tank, on est un DPS. Donc attention, du coup, à pas se retrouver dans une situation un petit peu délicate. Par contre, ça peut nous permettre d'aller secourir quelqu'un qui est submergé par le nombre. Mais normalement, ça sera quelqu'un d'autre de faire cette action-là. C'est vraiment, si c'est vraiment catastrophique, tu peux utiliser cette action pour faire en sorte d'aider un petit copain. Pourquoi pas? Je vais en dire pourquoi pas. Je crois que je ne l'ai pas utilisé lors de ma partie test, mais pourquoi pas. Raillerie. On devient la victime préférée du coup de la cible jusqu'à la fin de son activation, ce qui du coup nous oriente dans un contexte de tank. Ça peut nous permettre de déclencher la capacité du berserker, à la rage finalement du coup, de descendre en dessous des points de vie pour avoir une touche en plus. Parce que du coup, comme on devient la cible prioritaire des ennemis, ça peut nous permettre de descendre plus rapidement en dessous de notre moitié de points de vie. Encore une fois, attention, on n'est pas le tank, on peut pas porter, on ne porte que des armures légères. Donc intermédiaire et lourde, tu oublies. Donc, à double tranchant. À double tranchant. Peinture de guerre. Alors je l'ai vu, peinture de guerre. Là voilà. Peinture de guerre. Attention. Peinture de guerre uniquement si on n'est pas équipé d'une armure. Donc ça implique déjà qu'on soit à poil. Lorsqu'on défend, on peut lancer jusqu'à 4 dés. 4 dés bleus. Sur un éclair, on relance n'importe quel dé de défense. Et en plus, ces peintures de guerre vont nous donner un bouclier magique au niveau 1. Et au niveau 2, vont nous donner 2 boucliers magiques. La question est simple. Pourquoi est-ce que vous ne porterez pas, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas porter une armure, ne serait-ce qu'une armure légère? Cette capacité-là ne remplace pas une armure. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon, parce que déjà, ça nous bouffe un pouvoir, alors que l'armure, du coup, elle est là pour ça, l'équipement est là pour ça. Donc, du coup, tu vas trouver des armures, même légères, qui seront efficaces. Donc, pour moi, c'est une capacité pas terrible à ne pas prendre. Pour moi, à ne pas prendre. Le mulet.
Le mulet, on va gagner du coup des places d'inventaire au niveau 1, au niveau 3, au niveau 6, 2, 3 et 4 respectivement. Pour moi, c'est très bon ça. C'est très très bon parce que du coup, on a plus de place dans notre inventaire et donc plus de possibilités d'envoyer des objets dans la gueule aux ennemis et de porter de l'équipement, de porter des familles, bref. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je trouve vraiment intéressant, surtout qu'en plus, on n'a qu'un sac à dos au démarrage. Donc, ASAP, je dirais, peut-être pas au niveau 1, mais à prendre au moins au niveau, quand tu arrives niveau 2. Quand tu arrives niveau 2, tu gagnes ici un talent et là, peut-être en tant qu'égorgeur, là, tu as ton second pouvoir. Peut-être le prendre à ce niveau-là pour pouvoir porter plus d'équipement, parce que bah, si jamais tu fais une partie où tu n'as que 3 personnages, et ben, le fait de pouvoir être un mulet et de pouvoir porter de l'équipement en plus peut aider vraiment tes petits copains et toute la partie. La musculation. La musculation, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 2 points de vie. 2 points de vie, un mouvement. Niveau 2, 2 points de vie. Niveau 4, 2 points de vie, mouvement. Niveau 6, 3 points de vie. Et un mouvement. C'est un bon pouvoir pour moi. C'est un bon pouvoir. Par contre, attention, hein, ça va du coup augmenter et décaler ton pouvoir ici, qui dit qu'à la moitié de tes points de vie, tu gagnes, tes attaques font plus une touche, quoi. Plus tu as de points de vie, plus c'est délicat d'atteindre cette moitié, mais entre parties, plus cette moitié est quand même assez haute pour ne pas mourir, quoi. Donc c'est vrai que tu pourrais essayer de te concentrer sur avoir beaucoup de points de vie, ne pas être efficace au départ et te prendre des blessures volontairement pour descendre assez vite en termes de points de vie. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Moi j'aime bien. J'aime bien, ça reste un bon pouvoir. Incoercible. Donc je crois que c'est Juggernaut en anglais. Si on entre dans une zone d'un ennemi lors de ce tour, la prochaine attaque contre cet ennemi inflige plus une touche par acte et KO. Alors, on va voir que KO, ça devient de toute façon important au fur et à mesure de la partie, parce que de toute façon, le KO ignore les armures. Et plus tu vas avancer dans le jeu, plus les ennemis vont avoir des grosses armures, et plus le fait de pouvoir mettre un ennemi KO, c'est important. De même que les ennemis, attention, les ennemis qui volent sont immunisés au KO. Donc, pour l'instant, la boîte de base, on n'a pas. Dès qu'on va arriver sur les portails arcanes, je crois qu'il y a des ennemis qui volent, notamment les spirites, des effrites, et les esprits, eux, ils volent, et du coup, ils peuvent plus être mis KO. Voilà. C'est bon, je pense, pour le long terme, parce qu'effectivement, les ennemis, plus ils vont arriver, plus ils vont avoir des armures. Les monstres rouges, par exemple, ne sont pas forcément immunisés au KO, donc ça va être intéressant de les mettre KO pour pouvoir faire en sorte de pouvoir les taper facilement et de les défoncer avant qu'ils ne puissent agir. Donc, c'est assez intéressant, surtout qu'en plus, un ennemi KO avec ça, tu le couples avec ça. T'as moyen de te faire plaisir. Dans le sens où la prochaine attaque affiche KO, et quand tu as osé une attaque avec celle-là, et que l'ennemi est devenu KO, tu refais une attaque avec la même arme à deux mains, et bam, l'autre est KO, et donc là tout passe. Donc là, il y a quand même moyen de faire un bon petit combo pas dégueulasse, et de se faire plaisir à ce niveau-là. Le maîtrise de la hache. Alors, maîtrise de la hache, si vous êtes équipé de 2 haches, réalisez une attaque supplémentaire avec la hache secondaire. Voilà, donc là du coup, c'est avec cette capacité-là que tu vas pouvoir taper une première fois avec ta hache principale et une seconde fois avec ta hache secondaire. On peut utiliser la première attaque et l'attaque complémentaire avec la même hache. C'est-à-dire que, là, j'ai pas... Si, la hache en question, elle est ici, voilà. Si vous êtes équipé de 2 haches, réalisez une attaque supplémentaire avec la hache secondaire. C'est qu'en fait, toi, quand tu fais ton attaque, tu peux utiliser soit la hache principale, soit la hache secondaire. Donc si tu as une hache secondaire avec laquelle tu vas attaquer, tu peux le faire, ça va quand même déclencher ce pouvoir-là. Ça veut dire que tu vas taper 2 fois avec cette hache secondaire. Ça, c'est possible. Donc, du coup, intéressant. Si ta hache principale n'est pas puissante ou n'est pas adaptée à la situation contre l'ennemi que tu as envie de combattre, du coup, tu peux faire cette action-là. Le seul contrepartie, c'est d'être équipé de 2 haches. Donc, du coup, tu réalises une attaque supplémentaire avec la hache secondaire, tout simplement. Et également, tu peux la faire
c'est une attaque supplémentaire. Hein. Donc tu peux la faire avant ton attaque avec une autre hache principale. Admettons, tu veux faire une attaque avec cette hache-là en premier, tu la fais, et après tu refais une attaque avec la hache principale. Parce que tu n'as pas utilisé ton action d'attaque. Tu as utilisé une action spéciale pour déclencher cette capacité. En fait, quand ça te dit réaliser une attaque supplémentaire, ça t'offre un petit point en plus, là, ici, là. C'est comme si tu avais une valeur de combat de 2, en fait. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut le prendre, bien évidemment, si on est un égorgeur, mais du coup, si tu prends ça, comme tu auras tendance à partir et à t'équiper sur une arme à deux mains, pourquoi? Pourquoi? Tu vois? Donc, ce pouvoir-là est quand même un pouvoir à absolument avoir si tu as deux haches, en fait, une hache dans chaque main. Si tu es parti côté égorgeur et que tu t'orientes vers cette hache, cette action, comment dire, vers le fait de porter une hache à deux mains, du coup, clairement, ça ne sert à rien. Mais tout le gameplay de Skeld est quand même orienté sur les haches à deux mains. Et enfin, son pouvoir ultime qui est œil pour œil, donc que tu obtiens au niveau 7, qui est utilisable une seule fois par quête. Avant de défendre, l'attaque ennemie que vous subissez inflige mortel. Puis, vous réalisez une attaque supplémentaire avec une arme contre l'ennemi vous attaquant. Cette attaque inflige mortel. Cette attaque peut être réalisée même si vous êtes mort. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'attaque que tu subis inflige mortel, donc attention, quand il n'y a pas de petits chiffres après, c'est-à-dire que toutes les touches deviennent mortelles, donc pas son armure. Hein. Par contre, en contrepartie, tu peux réaliser une attaque supplémentaire contre une arme, contre l'ennemi qui t'a attaqué, et cette attaque devient également mortelle. Donc c'est-à-dire que toutes ces touches vont passer l'armure de l'adversaire. Après, on doit laisser. C'est pas complètement pourri comme pas mal de pouvoirs particuliers, de pouvoirs ultimes, mais c'est pas forcément un pouvoir intéressant. J'ai vraiment du mal, encore une fois je le dis à chaque vidéo, j'ai vraiment du mal avec ces pouvoirs ultimes qui te bouffent un pouvoir et qui sont pas forcément si intéressants que ça, quoi. Au niveau des talents, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le talent camaraderie qui permet de relancer les dés si jamais ton personnage avec qui tu es camarade est engagé, donc ça c'est plutôt cool. Les points de vie en plus, c'est pas mal, mais attention, ça va du coup réduire d'autant l'efficacité de ton pouvoir du berserker. Le pouvoir qui permet donc ça s'appelle le runner, enfin la course qui permet d'avoir plus de points de mouvement. Alors j'ai envie de dire non, parce que tes deux bonhommes ont 3 points de mouvement déjà. Donc c'est pas la peine de s'enquiquiner à prendre un talent qui te booste tes pouvoirs, ça sert pas à grand chose. Le talent expert par contre là est vraiment, vraiment utile parce que du coup il y a beaucoup de haches qui utilisent typiquement celle-là, l'éclair. Le talent expert, tu vas retirer un dé d'attaque pour gagner automatiquement un éclair. Donc là typiquement si tu retires un dé ici, donc tu vas faire une touche et un dé bleu, mais tu vas forcément gagner un éclair, donc forcément enlever déjà un point d'armure. Donc ça c'est plutôt sympa, et je partirai sur le talent expert, à condition qu'il soit disponible, bien évidemment, parce que c'est vrai que ce talent expert, il peut être intéressant pour plein de personnages, hein, pour faire, ça peut être Shae, ça peut être Torgar, ça peut être la magicienne, voilà, il y a plein de personnages qui utilisent ces éclairs pour attaquer Onamor également, bref, il y a moyen de se faire bien plaisir avec ça, et donc, le talent expert peut être intéressant pour Skeld. Après, une fois, tout dépend de la composition de l'équipe que tu as, comme c'est un pool commun entre tous les personnages. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Je vous retrouve en vue de ma tronche pour débriefer de tout ça. À tout de suite. Alors, que dire de Skeld? Skeld est un personnage très intéressant, très puissant. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé le jouer durant ma partie. Je l'ai joué en mode berserker, une hache dans chaque main. C'est vraiment sympa. Parce que t'as l'impression d'avoir un personnage excessivement dynamique, quoi. Il tape avec une hache, tape avec l'autre, il peut utiliser un pouvoir spécial éventuellement pour lancer ça, le tomahawk là, et attaquer avec le tomahawk après, si tu gagnes des attaques en plus. C'est vraiment sympa. J'ai pas essayé la partie gorgeur plus orientée du coup arme à deux mains, parce qu'il était en binôme avec Krogan, que j'avais orienté arme à deux mains. Du coup, je pouvais pas non plus donner des armes à deux mains à tout le monde.
C'est un peu dommage. La capacité rage, par contre, un petit peu dur à gérer. Bon, j'avais pas de soins, donc c'était plus facile à gérer. Mais si tu veux pas que ton personnage meure, c'est quand même relativement dur à gérer, ce truc-là. Le cri spectral, là aussi, attention. Attention, attention. Alors vraiment, ce n'est pas une obligation, hein, mais si jamais tu meurs et que l'autre personnage, bah, du coup, tu sens qu'il va mourir, quand tu joues à deux, bah, tu lances ton cri spectral et tu pries pour bah, du coup, réaliser ton objectif avant la fin de la phase d'événement. Sinon, la partie est perdue parce que les deux personnages sont morts. Voilà. Mais ça reste un bon petit personnage bien bourrin, berserker égorgeur, hein, enfin comme on l'imagine, hein, vraiment avec ses deux haches, là, il charge, avec sa charge, il bouge les ennemis. Je me suis vraiment amusé avec. Voilà, donc c'est après libre à vous de l'utiliser, bien évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous jouez avec ce personnage-là, à me dire comment vous le jouez dans les commentaires, quels sont les pouvoirs que vous appréciez. On essaiera d'échanger là-dessus et j'essaierai d'y répondre. On a fait le tour de tous les personnages de Sword and Sorcery, ça y est. Maintenant, du coup, après cette vidéo-là, il n'y aura plus de vidéo analyse de personnages pour les âmes immortelles. Alors peut-être quand Ancient Chronicle sortira et que j'aurai pris un peu de bouteille en français, pardon, sur Ancient Chronicle pour présenter les personnages et en faire une petite vidéo d'analyse, voilà. Moi, ça m'a bien plu de faire ces personnages-là. Est-ce que je ferai personnage d'analyse des boss? Parce que c'est vrai que bah, les boss, on n'en parle pas beaucoup, des boss de Sword and Sorcery, mais ça peut être intéressant d'analyser les deux boss de la boîte de base et le boss, alors donc ils sont le troll et l'orc, le boss des âmes, non, du Pentax Arcane qui est l'espèce de gros démon, et les autres boîtes, bien évidemment, après. Ça peut être assez rigolo. Du coup, ce sera plus rapide parce qu'on ne fera qu'étudier que leur intelligence artificielle, que leur cas d'intelligence artificielle, ça peut être assez rigolo. Et pourquoi pas faire les ennemis aussi, parce que des fois, tu peux te poser des questions sur comment marche un ennemi, donc ça peut être ça peut être rigolo à faire ça, intéressant, je sais pas. Si vous avez du coup ce besoin d'avoir des explications en vidéo de comment fonctionnent les IA des monstres, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo sur ces monstres-là. Alors du coup, c'est des vidéos qui ne dureront pas longtemps, ou alors je ferai vraiment que des vidéos sur un type de monstre. Ouais, tu comptes peut-être 10 minutes. Oh, Marc, peut-être pour... typiquement les diablotin, tu prends vert, bleu, rouge. Si tu fais 10 minutes par diablotin, tu es déjà à une demi-heure de vidéo, donc pourquoi pas. Dans les commentaires, vous mettez tout ça, et si jamais ça vous botte, je le ferai. Allez, moi, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.